Le samedi 5 avril prochain, comme chaque année, l'Institut Iliade organise le plus grand rendez-vous métapolitique des Européens debout. Le colloque de l'Iliade, c'est près de 1500 participants réunis à la Maison de la Chimie à Paris pour une journée d'intelligence et d'engagement. Des personnalités, des artistes, des intellectuels, des jeunes au service de leur communauté se retrouveront pour penser la France et l'Europe de demain. Autour de la buvette, lors des dédicaces ou sur les très nombreux stands, retrouvez des personnalités politiques, intellectuelles, militantes, Alice Cordier, Jean-Yves Le Gallou, Michel Maffesoli, Victor Aubert. Ne manquez pas cette occasion de retrouver les vôtres. Rendez-vous le 5 avril à Paris. Les billets sont en vente sur institut-iliade.com. Bonjour à tous. Ils ont arpenté les salons littéraires, côtoyé les plus grands écrivains de leur temps et tenu un journal sans concession, livrant un regard acerbe sur leur époque. Observateurs passionnés du 19e siècle, les frères Goncourt ont tout consigné, les mœurs, les intrigues, les ambitions. Mais leur plume acérée, teintée d'élitisme et de mépris, leur a valu une réputation sulfureuse. Misogyne, réactionnaire, parfois visionnaire, ils seraient aujourd'hui promis à une mort sociale. Mais qui étaient vraiment ces écrivains infréquentables ? Aujourd'hui, nous plongeons dans leur univers avec Pierre Ménard, qui leur a consacré un ouvrage paru chez Talandier. Pierre Ménard, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes écrivain, un jeune écrivain, vous avez 33 ans et vous avez commencé, encore plus jeune, donc par écrire 3 essais au titre provocateur, c'était aux éditions du Cherche-Midi, Pour vivre heureux, vivons couchés, en 2013, 20 bonnes raisons d'arrêter de lire, il faudra nous les donner, et Comment paraître intelligent, celui-là je l'ai lu avant de faire l'émission, et votre 4e ouvrage, Le Français qui possédait l'Amérique, la vie extraordinaire d'Antoine Crozat, milliardaire sous Louis XIV, qui date de 2017, lui fera l'objet d'une prochaine émission. Puis vous avez écrit la biographie de Jean-Baptiste Tavernier. Alors je ne sais plus chez quel éditeur, je ne l'ai pas noté. Toujours chez Talandier. Toujours chez Talandier. Alors Jean-Baptiste Tavernier, c'est un explorateur du XVIIe siècle et c'est lui qui a trouvé le fameux diamant bleu. Mais je vous reçois aujourd'hui pour, je le disais en introduction, votre biographie des frères Goncourt qui s'appelle donc Les infréquentables frères Goncourt, lui paru en 2020 chez Talandier et ensuite réédité dans leur collection texto, leur collection de poche. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une première question, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur les frères Goncourt ? C'est vrai que les biographies sont assez rares. Ce qui m'a motivé pour écrire sur les frères Goncourt, c'est déjà que je les connaissais mal. On connaît tous le prix Goncourt. Oui. Eux, je savais qu'ils avaient écrit un journal que j'avais lu en partie, mais vraiment feuilleté comme ça. Et ce qui m'amusait, c'était vraiment la dichotomie entre ce nom qui est très célèbre, c'est vraiment le nom littéraire le plus célèbre avec le prix Goncourt, et puis à côté des écrivains complètement oubliés. Et je suis allé de surprise en surprise et de découverte en découverte avec eux. Alors ils sont assez horripilants souvent, mais le journal est vraiment un monument littéraire à découvrir absolument. Et j'ai découvert surtout ce qui est très peu connu d'eux, leur côté extrêmement précurseur, moderne, dans la littérature, avec notamment le fait qu'ils ont été les précurseurs du mouvement naturaliste. Ils ont lancé le mouvement naturaliste et ils ont eu une immense influence littéraire sur tous les 50 ans qui ont suivi leur mort, mais Huysmans, Zola, Daudet, enfin tout le monde les connaissait et tout le monde avait à la fois de l'admiration pour eux et puis il reste quand même des personnes assez insupportables, donc aussi beaucoup d'énervement à leur égard. Oui, alors pourquoi vous les qualifiez ? Je ne sais pas si le titre est de vous ou de l'éditeur, mais pourquoi les qualifiez-vous d'infréquentables ? Alors, on n'a pas très envie de les rencontrer. Oui. Ça doit être amusant de dîner une fois avec eux, mais ce sont des personnes qui sont absolument extrêmement méchantes. Et, un écrivain qui les connaissait disait que Edmond de Goncourt avait l'air de mastiquer des bonbons empoisonnés pour les cracher à la première occasion. Et effectivement, ce sont des gens qui vraiment s'intéressent à la vie et surtout aux vices de tout le monde. Et donc, dans leur journal, ils racontent toutes les pires horreurs possibles. Et puis, eux-mêmes ne se font pas de cadeaux. Donc, ils sont réactionnaires, mais où ça confine à l'absurde. Ils sont contre les pyjamas, le téléphone, enfin, toutes ces choses-là. Le téléphone qui est l'instrument du diable, les pyjamas qui sont des chemises de prostitution. Ils sont extrêmement misogynes, mais alors avec des saillies extrêmement drôles, oui, voilà, extrêmement cruelles.
Il parle des femmes comme de la plus belle et la plus admirable des poules pondeuses et des machines à fécondation. On compare les femmes aussi à des animaux domestiques en disant que parler à une femme, c'est comme parler à un chat ou à un chien. Voilà, on leur explique des choses, mais on sait bien qu'elles ne comprennent rien. Ils sont extrêmement antisémites, mais bien avant les années 1880-1890, donc dès le début de leur journal, on a droit à des saillies antisémites extrêmement virulentes, sans qu'on comprenne très bien pourquoi d'ailleurs. Donc partout, à leur époque déjà, ils étaient relativement sulfureux, mais alors aujourd'hui, effectivement, ils seraient cancelisés directement. Dans le public, en public, dans les dîners en ville, ils n'étaient même pas drôles. C'était. Alors, ils avaient la réputation d'être très drôles. Mais... Alors plutôt Edmond d'ailleurs, qui a vécu beaucoup plus longtemps que Jules. Mais Jules, on a des citations de Troubat, du secrétaire de Sainte-Beuve, qui dit qu'il était en permanence en train d'affûter un petit couteau qu'il allait vous planter dans le dos. Ce qui est assez vrai, parce que tout le monde ignorait le journal à l'époque, mais c'était exactement ça. Et donc Edmond avait la réputation d'être plutôt ennuyeux, à vrai dire. Oui. Ils sont très drôles, très incisifs par écrit. Par oral, il était sans doute beaucoup moins. Mais ce ne sont pas des gens de leur siècle, finalement, ils auraient dû vivre. Non, ce sont des grands nostalgiques, exactement. Ce sont des grands nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue, du XVIIIe siècle. Ouais. Et leur personnalité fait qu'ils se sentent toujours chez eux ailleurs. C'est-à-dire que... Donc ils auraient vécu au XVIIIe siècle, ils n'auraient pas été bien non plus, ils auraient regretté le XVIe. Oui, c'est ça. Et donc leur place dans l'histoire littéraire du XIXe siècle est vraiment importante ? Alors ils ont une place vraiment importante en tant que diariste, mais ça... À la rigueur, on ne l'a découvert qu'à la fin. Oui. Ça a été publié du vivant d'Edmond dans la seconde partie de sa vie. En revanche, effectivement, en tant que précurseurs du naturalisme, ils ont une place très importante. Ils ont été amis avec tout le monde. Ils ont été reconnus comme grands par Flaubert et surtout par Zola. Et on peut peut-être parler de Germigny-Lacerteux, mais les Goncourt cherchent en fait... D'un côté, ils ont ce style extrêmement recherché, très précieux, qui les rend d'ailleurs assez illisibles parfois. Oui. Et de l'autre côté, ils ont vraiment une recherche de la modernité. Et cette recherche de la modernité, elle se traduit par leurs romans, où ils décident de disséquer la société, mais sans aucun parti pris, en montrant le réel tel qu'il est, en allant vers les choses les plus sordides parfois. Et donc, par exemple, ils vont décrire, ce sont les premiers qui décrivent vraiment l'hôpital, avec tout ce que ça implique. Donc, de manière extrêmement crue, ils vont décrire les plaies. La nièce de Lamartine, alors ce qui leur vaut beaucoup des tombereaux d'insultes. La nièce de Lamartine dit qu'en général, quand on est dans un hôpital et qu'on voit une plaie, on colle un pansement dessus, mais qu'eux vont au contraire arracher le pansement, passer le scalpel, étaler le pus, et puis après le contempler pendant des heures, ce qui n'est pas faux objectivement. Et donc vous écrivez des bas-fonds de Paris au dîner Magny en compagnie de Renan et Taine du coup d'État de 1851 à la Commune. Edmond et Jules se posent en observateurs avertis du spectacle du monde. Alors quel est le spectacle qui est sous leurs yeux à cette deuxième partie du 19e ? Et ce qui est très intéressant avec les Goncourt, c'est vraiment ce côté éclectique. C'est d'un côté, ils sont historiens, donc vraiment ils se posent en contemporain du XVIIIe siècle, et en même temps, en tant qu'historiens de leur époque. En fait, ils sont tombés sur un livre qui était apocryphe, mais ça, ils ne le savaient pas, les Mémoires de Bachaumont. Et en lisant, en faisant leur recherche sur le XVIIIe siècle, ils tombent sur ces Mémoires de Bachaumont qui racontent, alors encore une fois c'est apocryphe, mais qui racontent sa vie au jour le jour et qui donne vraiment une saveur, vraiment la quintessence de ce qu'est le XVIIIe siècle. Et eux se disent qu'il faudra absolument documenter aussi leur époque, une époque qui est en pleine transformation, une époque à laquelle ils se sentent étrangers aussi, parce qu'ils se vivent comme des artistes, et donc ce monde qui évolue perpétuellement, politiquement, on passe de l'Empire à la République, on repasse par la monarchie, etc. Donc ce monde en perpétuelle mutation, ils cherchent à le retranscrire. Et donc ils ont cette fameuse phrase où ils disent qu'ils veulent montrer l'humanité comme elle se livre en robe de chambre. Et donc ça va être d'un côté leur journal, où ils ont une vie mondaine, et plutôt littéraire d'ailleurs que mondaine, mais où, encore une fois, ils connaissent absolument tout le monde. Donc on découvre avec eux tous les secrets de la création de Flaubert. On voit un Flaubert qui est complètement torturé, qui passe des journées entières à chercher juste un mot, à l'effet que va traduire ce mot, à essayer de traduire une couleur, par exemple, etc. Donc on entre absolument dans le secret des grands écrivains. La vie politique aussi, puisqu'ils fréquentent aussi pas mal de monde. Ils sont très proches de la princesse Mathilde, qui est la cousine de Napoléon III. Donc on a tout ce monde-là, plutôt brillant d'ailleurs. Et on a de l'autre côté les bas-fonds de Paris. Les bas-fonds de Paris, donc, avec une histoire qui est amusante et qui les pose vraiment au précurseur du naturalisme, qui est l'histoire de leur bonne. Les Goncourt vivent en vieux garçons, ils vivent tous les deux
ensemble. Ils partagent les mêmes maîtresses d'ailleurs. Et depuis qu'ils sont enfants, ils ont une bonne qui s'occupe d'eux, qui les borde toujours quand Edmond a 40 ans, qui vient leur faire un petit baiser le soir sur le front. Et puis, un jour, cette bonne meurt. Et alors, cataclysme absolu. Et ils se rendent compte qu'en fait, cette bonne, alors qui encore une fois vivait sous leur toit, elle a fait des dettes absolument partout. Elle était alcoolique, elle a eu plusieurs enfants qu'elle a abandonnés, mais ils la voyaient tous les jours et ils se disent mais c'est absolument incroyable cette histoire où cette personne qui vivait sous notre toit, on est complètement passé à côté de sa vie. Et donc ils décident de lui consacrer un livre, encore une fois sans parti pris. Ils vont décrire, mais alors dans les détails les plus sordides, la vie de cette bonne, mais sans chercher à la juger. Ce qui donne un livre qui est très bien documenté, où il montre justement cette autre façade de la société. Et alors ça leur vaut encore une fois des tombereaux d'insultes. La princesse Mathilde dit que le livre la fait vomir, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Les journalistes traitent l'héroïne de Messaline plébéienne, enfin ils se prennent vraiment des tombereaux d'injures. Mais il y a un petit étudiant qui leur écrit et qui leur dit mais au fond, vous avez absolument compris ce qu'est la littérature. C'est ça que doit être la littérature. Et cet étudiant, il s'appelle Émile Zola. Et donc, ils vont rencontrer Émile Zola, rencontrent les Goncourt, et s'inscrit vraiment comme leur disciple dans un premier temps. Et puis après, réfléchit lui-même au Rougon-Macquart, et se pose d'ailleurs dans ses notes secrètes, préparatoires au Rougon-Macquart, comme le disciple des Goncourt, en disant qu'il va faire comme eux, mais mieux qu'eux. Et il dit notamment qu'il va les écraser par la masse et qu'à la fin, c'est amusant d'ailleurs de mettre ça par écrit dans ses notes secrètes, et qu'à la fin, son travail, lui, sera tellement mieux documenté, mieux écrit, etc., qu'on ne pourra pas l'accuser d'avoir copié les Goncourt. Alors, de quel milieu viennent-ils est-ce que ce milieu a influencé leur vision du monde? Je crois qu'ils viennent d'une famille bourgeoise, vous écrivez, ils sont fascinés par l'aristocratie. Mais ils ont un regard méprisant sur la montée de la démocratie. Ils viennent de quel milieu? C'est un milieu très bourgeois? Les Goncourt, en fait, alors c'est drôle de parler de leur enfance, puisqu'ils avaient des citations pas très tendres sur les enfants. Ils disaient les enfants sont comme la crème, les plus fouettés sont les meilleurs, ou des choses encore plus trash en disant l'homme pisse l'enfant et la femme le chie. Voilà. Mais donc sur leur milieu d'origine, en fait, les Goncourt effectivement se pose en tant que grand seigneur lorrain ou illustration de la famille du XVIIIe siècle qui a été complètement déclassée. En réalité, si on fouille, au XVIIe siècle, les Goncourt, qui s'appellent Huot à l'époque, sont des fermiers qui s'enrichissent. Le grand-père d'Edmond fait fortune un peu avant la Révolution, s'achète la terre de Goncourt vraiment juste avant la Révolution, je crois que c'est en 1786, d'où leur viendra le nom de Goncourt. Fait des affaires pendant la Révolution. Il est acheteur de biens nationaux, ce qu'ils ne diront évidemment jamais. Donc, et le père d'Edmond de Goncourt, qui meurt assez jeune, lui est un héros des guerres de Napoléon et qui gardera des grandes cicatrices notamment. Et donc c'est un milieu qui est pas tout à fait dans la petite noblesse, qui est plutôt de la bourgeoisie qui commençait à s'agréger à la noblesse. Ouais. Alors avec quand même des relations d'un côté des parvenus effectivement du début du 19e siècle, et donc ils racontent toute l'histoire de l'ascension de leurs cousins Labille qui sont d'une avarice sordide, qui récupèrent le papier des fleurs quand on leur en offre pour le réutiliser ou pour faire des cigarettes, qui font attention aux moindres centimètres, etc. Et de l'autre côté quand même des grands financiers d'Ancien Régime aussi, avec la famille de Courmont qui avait un bel hôtel, Place Vendôme, etc. Et donc ils sont tiraillés entre ces environnements-là. Eux se positionnent encore une fois ailleurs. Ils n'auront... Alors, la fortune est quand même suffisante pour leur permettre de ne jamais avoir à travailler. Ah oui. Donc, ils héritent d'une fortune qui leur permet de ne pas travailler. Et donc, ils se vivent vraiment comme des gens du XVIIIe siècle qui ont, par erreur, qui ont atterri au XIXe. Alors, donc, on parle toujours des frères Goncourt. Donc, quelle est la nature de leur relation fraternelle? Vous dites qu'ils partageaient la même maîtresse. Mais au niveau de leur travail, ils écrivaient à quatre mains. C'était signé les frères Goncourt. Tout à fait. Donc qui écrivaient? Ils se corrigeaient mutuellement au niveau écriture, ou chacun écrivait un chapitre? Enfin, comment travaillait-il? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on parle effectivement toujours des frères Goncourt. Et on a deux personnes extrêmement différentes. Physiquement, déjà, on en a un qui est très chétif, Jules, très fin, celui qu'on voit en bas. Et Edmond qui est grand. Un peu plus Edmond, c'est l'aîné. Edmond qui est l'aîné.
qui est né en 1822, Jules en 1830. Physiquement, assez différents. Et pourtant, tout le monde les décrit comme des jumeaux, voire des siamois, parce qu'ils ne font jamais... Vous employez le terme de gémeaux, vous? Oui, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est ce qui était dit à l'époque. Mais donc, malgré deux natures très différentes, un qui est très espiègle, un qui est très sérieux, malgré deux physionomies très différentes, ils se vivent vraiment comme un seul être. Alors, on parlera de Jules Edmond même. Et... alors, ils racontent des anecdotes assez amusantes et ils partagent effectivement les mêmes maîtresses. Ils habitent ensemble toute leur vie. Ils se font écrire vraiment quasiment comme un couple, le courrier. On n'invite jamais l'un sans l'autre. Et en revanche, effectivement, ça se traduit aussi dans leur activité littéraire. Alors, ils racontent que même quand ils ont besoin d'aller uriner, ils vont sur le même chou, ils font la même chose ensemble. Mais dans leur démarche littéraire, effectivement, souvent ils réfléchissent ensemble à un chapitre. Ils vont chacun l'écrire dans leur coin et ils racontent, alors après à quel point est-ce que c'est vrai, ça on ne sait pas, mais ils racontent que quand ils reviennent ensemble donc sur le bureau, ils ont exactement, voilà, quasiment le même texte. Et alors ce qui se passe, c'est qu'on a quand même Jules qui est un peu plus styliste et qui souvent va retravailler derrière et qui fait des vraies recherches de style littéraire, donc il va se mettre par exemple dans des parcs pour écouter les enfants et en écoutant ce langage un peu enfantin, essayer de le retraduire, cette naïveté ou cette spontanéité dans la littérature derrière. Et après la mort de Jules meurt jeune en 1870, donc à 40 ans. Edmond continue à signer ses ouvrages sous leur de nom. Donc vraiment, ce sont les frères on Goncourt. continue comme ça, d'accord. Et l'Académie Goncourt, ce sera l'Académie des Goncourt, pas l'Académie d'Edmond de Goncourt. Alors justement, on parle le journal qu'ils ont écrit tout au long de leur vie, qui a été publié après, vous allez nous le dire. Donc c'est considéré comme une chronique vraiment de leur époque. Alors quelle est sa valeur historique? Vous dites que c'est un document irremplaçable sur la République des lettres de la seconde moitié du 19e siècle. C'est vraiment ça. Enfin, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est une fresque. On suit vraiment au jour le jour Exactement. les auteurs connus. On suit au jour le jour. Alors, est-ce qu'il faut accorder 100% de crédit? Non. Je vous le dirai juste après. Mais effectivement, les Goncourt se posent donc en tant que, quasiment journalistes de leur époque, cette volonté de tout retraduire. Et donc on suit avec eux effectivement les salons littéraires, avec des propos souvent extrêmement cruels de leur part. Par exemple, ils rencontrent Victor Hugo à plusieurs reprises, ils le lisent aussi, et puis ils disent Balzac méritait de vivre 100 ans de plus, et Victor Hugo 10 ans de plus, et Victor Hugo 10 ans de moins. Ou par exemple, quand ils rencontrent le comte de Lille, il compare sa voix au déchirement aigre d'un couteau dans une tranche de melon pas mûr. On a tous ces propos d'arrière-cuisine, on a les dîners Mani où il a rencontré tout le monde et ils se vivent comme des sténographes. En disant, ils essaient de tout retenir et de tout retraduire après, vraiment très fidèlement, sans filtre, dans leur journal. À tel point que Flaubert, quand il était à ses dîners, s'étonnait toujours de leur regard très pénétrant comme ça, en disant on a l'impression qu'ils sont en train de noter sur leur manchette tout ce qui est en train de se dire à ces dîners. Et ce qui était vrai d'ailleurs. Ah oui. Ce qui est étonnant, c'est que donc ils tiennent leur journal, mais est-ce qu'ils écrivent également dans les gazettes littéraires? Est-ce qu'ils sont critiques littéraires? Ils sont critiques littéraires aussi, alors avec beaucoup moins de succès, dans des revues beaucoup plus confidentielles. Vraiment, ce qui mérite d'être sauvé de leur côté, c'est ce journal. Et ce journal, alors vous me demandiez tout à l'heure, qui n'est pas fiable complètement. Par exemple, à la fin, donc après la mort de Jules, Edmond a commencé à publier son journal. Et puis, beaucoup de gens s'amusaient à vouloir se venger de quelqu'un en allant raconter des horreurs à Edmond de Goncourt. Et donc, notamment Jean Lorrain, qui s'amusait beaucoup à faire ça, à dire des histoires les plus invraisemblables à chaque fois, sur tel écrivain, tel vice de tel écrivain, etc. Que Goncourt, évidemment, notait scrupuleusement juste après. Et Alphonse Daudet, qui était son grand ami à ce moment-là, quand Edmond de Goncourt lui racontait telle histoire absolument sordide sur un écrivain, il disait « mais j'imagine que c'est Jean Lorrain qui vous l'a raconté ». Il disait « oui ». Et il s'effarait de savoir que ça allait finir dans le journal. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont insupportables, mais on continue à les inviter. Il y a une forme de masochisme finalement dans ce milieu littéraire. On a d'un côté les gens qui ont peur. Proust, qui a connu Edmond de Goncourt quand lui commençait sa carrière littéraire, et donc Edmond de Goncourt était juste à la fin de sa carrière littéraire, de sa vie, concrètement raconte effectivement des invitations de Goncourt dans des salons.
Et toutes les femmes sont en train de fuir Edmond de Goncourt à chaque fois qu'il arrive en disant ça va finir dans le journal. Et donc elles le fuient et lui essaie de leur parler et donc elles n'ont qu'une crainte, c'est qu'il leur demande le jour où elles tiennent leur salon et qu'il arrive à leur tour, à son tour dans leur salon et qu'il commence à raconter tout ça. Et on a l'extrême inverse, c'est-à-dire des gens qui veulent absolument lui raconter n'importe quoi pourvu qu'il soit cité dans le journal et qui le supplient. Alors lui qui est très malveillant dit un tel, rencontrer un tel aujourd'hui, il voulait absolument être dans mon journal, voilà ce qu'il m'a dit. Donc ça devient là aussi très cruel, mais on a les deux réactions. D'ailleurs, vous dites qu'ils inspirent rarement la sympathie de prime abord. Alors, ils détestent tout le monde. Ils détestent Napoléon III, ils détestent les Juifs, ils détestent les femmes, ils détestent les parvenus. Et vous dites, autant dire qu'à part eux-mêmes, rares sont ceux qui trouvent grâce à leurs yeux. Alors, donc, ils ont connu leur misogynie, leur antisémitisme, leur conservatisme. Enfin, ils sont plutôt réactionnaires. Et alors, dans quelle mesure est-ce que ça là reflète l'époque ? C'est pas les seuls, j'imagine. Non, c'est pas les seuls. Après, eux sont. Je pense qu'il y a aussi une posture littéraire. Il y a l'envie de choquer, tout simplement. Et puis, ils sont très marqués par Saint-Simon, quand même. Ouais. Surtout Edmond. Dans son testament, Edmond parle de Saint-Simon comme étant son maître. Et il y a une volonté chez eux d'être aussi les Saint-Simon du 19e siècle. Quand on lit Saint-Simon, Saint-Simon, quand même, passe à la postérité plutôt pour son côté malveillant, qui est extrêmement drôle, extrêmement incisif, et eux ont cette volonté-là, donc je pense qu'il y a beaucoup de postures aussi dans leur attitude à travers le siècle. Il y a quand même également un côté où ils ont été absolument rejetés, ils ont enduré beaucoup de choses, on les critique sans cesse, les critiques journalistiques sont très très dures à leur égard, et donc je pense qu'il y a ce côté aussi décalé où ils vivent nuit et jour pour leur art, ils passent vraiment littéralement leur journée à travailler, au point qu'au soir de sa vie, Edmond de Goncourt se demande ce qu'il a fait de sa vie en disant tous ces sacrifices, pourquoi finalement ? Et donc ce côté extrêmement rejeté, marginal, et puis il y a un fait difficile aussi pour eux, c'est que tous les gens qu'ils rencontrent, ils rencontrent vraiment les plus grands écrivains de leur temps. Ils ont tous plus de succès qu'eux. Oui. Et donc ça, il y a une forme de jalousie quand même. Voilà, il y a une grande sensibilité chez eux, ce sont deux écorchés, très sensibles, très orgueilleux aussi, et donc voir que tout le monde autour d'eux finalement réussit beaucoup mieux, c'est assez insupportable. Avec quel auteur sont-ils le plus proches ? Flaubert, dans un premier temps, jusqu'à la mort de Flaubert. Ils viennent le voir, alors ils parlent de sa tête. On peut parler d'amitié ou oui, non, Flaubert, pour le coup, beaucoup d'amitié. Alors ils sont plus l'homme que l'écrivain d'ailleurs. Donc Flaubert les invite à déguster des cervelles de bourgeois et des clitoris de tigres ou des choses comme ça. Donc ils ont une correspondance qui est très nourrie, qui est très drôle, enfin qu'il faut absolument lire. Donc vraiment une vraie amitié. En revanche, l'écrivain... Quand ils lisent Salammbô ou des livres comme ça, ils sont effarés, ils disent bon, tout ça pour ça. Et ils trouvent les livres relativement passables finalement. Même s'ils admirent encore une fois la démarche de création de Flaubert, son obsession pour le mot, pour trouver le mot juste. Flaubert, ils sont amis donc avec l'homme, ils admirent un peu moins l'écrivain. Et ce sera Alphonse Daudet après, une fois Jules mort. Edmond sera très proche de Alphonse Daudet, où là aussi c'est une certaine ambivalence. Daudet réussit très bien, vend très bien. Daudet en plus le trahira puisqu'il apprendra qu'il intrigue pour entrer à l'Académie française et donc aux dépens de l'Académie Goncourt. Mais il a une vraie amitié pour le coup pour Daudet, tout en le massacrant aussi. Mais dans c'est son journal. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Zola ? Et Zola, donc c'est vraiment, on passe au départ... Zola vient leur prêter hommage en disant Zola, je crois, 25 ans quand il leur écrit. Oui. Et donc ils le reçoivent de haut, bien sûr. Alors ils lui trouvent une tête de normalien chétif et crevé, quelque chose comme ça. Et puis Zola prend de plus en plus d'assurance. Zola fait les Rougon-Macquart. Edmond l'accuse de l'avoir plagié. A raison quand même. Effectivement, il dit que son personnage de Bibi Laguetté il trouve exactement le même qui s'appelle Gogo Laguetté. C'est quand même étonnant comme rapprochement. Leur tirade se termine exactement par le même mot. Que l'Assommoir s'inspire beaucoup de Germiny Lacerteux, donc son roman sur sa bonne. Effectivement, on retrouve quand même pas mal pas de plagiat, mais d'inspiration de Zola Zola s'est beaucoup inspiré des Goncourt. Vice-versa aussi. C'est ce que Edmond de Goncourt oublie de dire, c'est qu'il s'inspire lui aussi de Zola de l'autre côté. Mais ils seront à la fin complètement brouillés, à tel point que Edmond de Goncourt, qui a son grenier où il reçoit les écrivains, dont Zola, hésite un moment à bannir Zola de chez lui, et en mettant un grand panneau en lettres capitales en disant il est interdit ici de parler de la personne et des œuvres de Monsieur Zola. D'accord. Bon, Zola fera quand même l'éloge funèbre, en pleurant d'ailleurs, d'Edmond de Goncourt. Ah oui.
Et Victor Hugo, vous avez dit qu'il aurait mérité de vivre 10 ans de moins. Oui, exactement. Donc il le rencontre plusieurs fois et trouve le personnage absolument insupportable. C'est celui qu'il déteste le plus Non, pas non, enfin, ce serait dire de dire qu'il déteste le plus, à vrai dire. Mais Victor Hugo, il le trouve oui, extrêmement égocentrique, qu'il est toujours en train de noter la moindre pensée qu'il a, qu'il parle comme ses livres, et donc il le trouve relativement odieux. Et au niveau politique, donc ils sont très critiques du progrès et de la démocratie. Est-ce qu'ils ont une influence politique? Est-ce qu'ils critiquent également les hommes politiques ou ils se cantonnent au... Des citations toujours invraisemblables. Alors quand c'est Carnot par exemple qui est élu, il raconte que Carnot la veille de l'élection a dit: vous verrez demain c'est un homme absolument nul qui sortira des urnes, et s'amuse de tout le personnel politique, de sa médiocrité, en répétant évidemment ce qui leur arrive à droite et à gauche. Mais est-ce qu'ils ont une influence politique? Absolument nulle. Ils font pas scandale non. Ils font scandale dans un petit cercle, mais c'est plus des bons mots assez malveillants qu'autre chose. D'accord. Non, je ne pense pas qu'on puisse leur prêter la moindre influence politique sur leur époque. Alors, et leur influence littéraire, donc quel est leur roman le plus marquant? Pour moi, c'est Germigny Lacerteux. Alors, ils en ont quelques-uns. S'il y en a un ou deux, à part le journal. Ils commencent leur démarche avec Les Hommes de Lettres, qui a fait un peu de bruit à leur époque, qui montre vraiment les arrière-cuisines de la littérature, qui peut un peu se rapprocher des Illusions perdues. Celui-là, assez mal vieilli. Ils en ont un autre également sur la peinture, puisqu'ils ont cherché à disséquer la société, donc à montrer tout type de milieu, etc. Mais celui vraiment qui, pour moi, doit être sauvé, c'est Germigny Lacerteux qui est absolument le plus intéressant. Et c'est lisible encore ou c'est très daté comme c'est relativement daté. Le style des Goncourt est très particulier. Il y a effectivement une recherche littéraire de leur part, mais c'est plein de fioritures. C'est d'ailleurs... André Gide disait qu'il lisait les Goncourt pour apprendre comment il ne faut pas écrire. J'ai oublié c'était pas Gide, j'ai oublié qu'il était écrivain et qui disait ils ont torturé la phrase et fatigué les mots. C'était peut-être Anatole France qui disait ça. Et effectivement, quand ils décrivent une scène, par exemple, un tableau, leurs livres sont des successions de tableaux, donc l'intrigue est compliquée à suivre parce que ce sont plutôt des descriptions. On a vraiment l'impression de voir 10 tableaux juxtaposés et ils vont absolument tout décrire. Donc un paysage nocturne, ils vont décrire la lune, le reflet de la lune sur chacune des feuilles de l'arbre, le nombre d'arbres qu'il y a, l'ombre des feuilles des arbres sur le sol, et on va rentrer. Et la moindre phrase pour dire la même chose, alors ça c'est normalement vraiment ce qu'on doit éviter en littérature, ils vont dire 5 fois exactement la même chose avec des mots différents, les unes à la suite des autres. C'est pire que Théophile Gautier dans les descriptions. Oui, c'est pire parce que ça a mal vieilli. Ça a très mal vieilli. Et alors, avec quand même cette recherche littéraire aussi, on a d'un côté cette préciosité et de l'autre cette recherche de mots. Et donc ils ont inventé plusieurs mots également. Oui, ils ont inventé donc, au total à peu près 800 mots. Alors certains très drôles, par exemple l'écheculatif pour quelqu'un qui faillote un peu trop, Figarotin pour les abonnés au Figaro, et puis quelques-uns qui sont passés dans le vocabulaire courant aujourd'hui. La mécanisation par exemple, ça vient d'eux. L'américanisation aussi. Alors, sur l'américanisation, ils ont vraiment j'ai lu ça, ils ont vraiment une vision très... Enfin, c'est très visionnaire. Ils m'ont écrit: je dînais hier à l'ambassade à côté d'une américaine, et voyant à l'œuvre cette grâce libre et conquérante, ce diable au corps d'une jeune race, et me rappelant d'autre part l'activité et l'entrance de certains Américains de Paris, je me disais que ces hommes et ces femmes semblaient destinés à devenir les futurs conquérants du monde. Oui. Et là, on est en 1867. Voilà ce qui résonne beaucoup aujourd'hui. Alors déjà, Tocqueville, on avait le pressentiment, mais là, on confirme. Oui. Et donc, tous ces mots-là sont apparus dans leur journal et sont passés dans le... Pas seulement dans le journal, dans leur roman aussi. Alors, il y a des effets de manche un peu ratés. Par exemple, quand un mot existe, c'est bête d'en inventer un autre à côté. Plutôt que de parler de quelqu'un qui est désespéré, ils parlent de la désespérance de la personne, où ils ont des adjectifs un peu absurdes en disant que c'est crocodilesque, par exemple. D'accord. Des choses comme ça qui ont très mal vieilli. Et à côté, effectivement, certains qui sont complètement passés à la postérité. Donc ils auraient pu inventer le malaisant d'aujourd'hui, par exemple. Par exemple. C'est ça. Et alors, leur journal, lorsqu'il est paru, est-ce qu'il a connu tout de suite un grand succès ? Il a beaucoup fait parler de lui. Donc, Edmond, après la mort de Jules, donc en 1870, se décrit comme veuf, les veufs de son frère. Il a plusieurs années de traversée du désert. Il écrit très peu. Et puis, il pense quand même à la marque qu'il va laisser dans l'histoire littéraire. Et il pense à son journal. Et quelques amis
le lisent et lui disent que c'est effectivement un vrai monument. Et donc Goncourt décide de le publier dans des journaux et puis après en librairie. Alors les extraits qu'il publie sont quand même expurgés. Il garde les pires morceaux pour la postérité. Oui. Mais effectivement, le journal fait beaucoup de bruit. Donc avec encore une fois beaucoup de gens qui le fuient, qui prennent peur. Qui sont absolument furieux de ce que Goncourt peut écrire sur eux. La princesse Mathilde, par exemple, refuse de leur parler pendant longtemps. Pareil pour la femme d'Alphonse Daudet, Julia, qui découvre qu'il compare sa fille, qui est la fille d'Edmond d'ailleurs, à un gigot de 7 livres dans son journal. Mais voilà, tout le monde sait quand même que le journal est complètement expurgé. Et puis, avec quand même une autre inquiétude, c'est qu'au départ, quand ils publient les premiers volumes de leur journal, on parle des années 1848, on est quand même bien après l'eau a coulé sous les ponts. Oui. Au fur et à mesure que les tomes paraissent, on se rapproche de la période contemporaine, et là, tout le monde a peur de voir ce qu'il a dit il y a 3 ou 4 ans imprimé sur le papier. Et parfois, en plus, complètement tordu, transformé. Mais c'est aussi ça qui leur confère une vraie importance, c'est qu'on sait que voilà, leur journal est un monument, passera à la postérité, et que donc c'est aussi important de rester proche d'eux. Alors ce qui est plus passé à la postérité, c'est le fameux prix Goncourt. D'où vient-il ce prix? Ils ont créé une académie. Alors qu'est-ce que c'est que cette académie? Oui, ça c'est une des choses qui mérite d'être évidemment sauvée chez eux. C'est une fois que Jules est mort, Edmond se pose vraiment la question de ce qu'il va léguer à la postérité, avec le fait qu'ils ne se sont jamais mariés, ils n'ont jamais eu d'enfants, donc ils n'ont pas d'héritier direct. Et Edmond voit bien, et ça on le voit notamment dans la correspondance, alors il en parle peu dans son journal, mais en réalité toute sa correspondance a été conservée, elle est aujourd'hui à la BNF, et quand on regarde ça, on voit tous les écrivains, les Léon Bloy, les autres beaucoup moins connus, qui lui écrivent en disant qu'ils vivent une vie absolument misérable, qu'ils n'arrivent pas à vivre de la littérature, et Edmond sait que lui a eu beaucoup de chance de ne jamais avoir à travailler, ce qui lui a donné une totale liberté d'écrire absolument ce qu'il voulait et de ne pas avoir à se compromettre, comme il le dit lui-même, dans le journalisme, dans des romans de guerre. Et donc Edmond se dit, voilà, avec cette fortune, finalement, la plus belle chose à faire, c'est de créer une académie. Pas du tout l'Académie française qui va récompenser des gens qui sont déjà finalement au sommet de leur gloire, ou des grands seigneurs, ou des gens comme ça. Il va créer une académie qui permette à 10 écrivains jeunes, oui. C'est sa particularité, de recevoir une rente. Donc c'est une académie qui permet en fait juste de vivre et de pouvoir, grâce à ça, se consacrer à la littérature. Et ça correspond au revenu d'un professeur d'université à peu près, ce qu'il offrirait à chacun. Et donc voilà, c'est cette académie des Goncourt, elle s'appelle Académie des Goncourt, qu'il réfléchit à lancer. Et puis, en contrepartie de cette position, de ces places à l'académie, alors ce sera une académie très peu formelle, il leur demande une chose, c'est d'aller remettre un prix chaque année. Un prix qui sera décerné à un roman. Et il faut voir à quel point c'est novateur, parce qu'à l'époque, quand on entre à l'académie, c'est vraiment pas par ses romans, c'est parce qu'on est historien, c'est par la poésie qu'on a pu écrire, parce qu'on est dramaturge. Mais le roman, qui est un genre très populaire, est quand même vu comme un genre qui est mineur, qui est relativement féminin, grand public, un peu galvaudé. C'est vraiment l'équivalent de la bande dessinée aujourd'hui. Et donc remettre un prix institutionnalisé, un prix pour un roman, voilà, écrit par quelqu'un de jeune en plus, et dans les conditions du prix, c'est quelque chose d'extrêmement novateur. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très institutionnel le prix Goncourt, mais à l'époque c'est vraiment quelque chose d'extrêmement novateur. Et donc Edmond réfléchit effectivement à cette académie, voilà, nomme ses amis dans cette académie, qui aura donc la charge aussi de faire survivre leur mémoire après la mort d'Edmond, puisqu'Edmond est vraiment obsédé par la postérité. C'est sa grande obsession. Et ce serait amusant, ça c'est l'ironie de l'histoire. Cette académie est chargée notamment de publier le journal, avec tout ce que ça inclut. Les académiciens, étant eux-mêmes cités, pas forcément très gentiment dans le journal, font tout pour reculer la publication du journal, ce qui fera que d'ailleurs des journaux enverront des huissiers en 1916, donc 20 ans après la mort d'Edmond, pour récupérer les journaux sous scellés et essayer de les publier. Et l'État censurera le journal à plusieurs reprises, et donc il ne sera publié qu'en 1954. Donc cette académie Goncourt a toujours aujourd'hui une influence finalement sur la littérature contemporaine.
Très, très grande influence, c'est vraiment le prix emblématique. Et c'est le prix qui fait aujourd'hui la pluie et le beau temps. Et donc oui, ce serait un beau paradoxe pour eux finalement, de se dire que le prix qui était vraiment juste l'accessoire d'une académie qui était elle-même chargée de publier le journal et puis de faire parler un peu d'eux. Donc la dernière chose à laquelle ils auraient pensé pour passer à la postérité, puisque eux voyaient quand même ce qu'ils ont... toutes les œuvres théâtrales qu'ils ont produites, leur journal, leur roman, et pensaient passer à la postérité grâce à cela. Et c'est par la chose la plus accessoire que finalement aujourd'hui tout le monde connaît le nom de Goncourt. Oui. Alors ce qui est étonnant, c'est que tout le monde connaît le nom de Goncourt, mais tout le monde ne connaît pas la vie des Goncourt et surtout tout ce qu'ils ont écrit. Aujourd'hui, c'est étonnant que le nom ne soit toujours pas déboulonné parce que voire cancélisé. Oui, c'est peut-être ce qui les sauve d'ailleurs, c'est peut-être qu'ils ne sont pas trop connus pour ce qu'ils ont fait qui permet que finalement ils ne soient pas complètement cancélisés. Et au niveau de... Est-ce qu'ils ont eu des héritiers dans le style littéraire, des gens très méchants? Je sais pas, je pense à un Daudet, enfin Léon Daudet, Léon Bloy aussi, qui est pas mal dans le genre. Léon Daudet a très bien connu effectivement Edmond de Goncourt, et Edmond de Goncourt a une vraie influence sur Léon Daudet. Huysmans aussi, sur le style. Enfin, Huysmans était vraiment proche d'Edmond de Goncourt. Ouais. Il y avait ce qu'on appelle le grenier, alors qui est... ça, c'est ce que j'ai découvert en écrivant le livre. On parle toujours du grenier des Goncourt. Déjà, c'est faux, puisqu'il y avait qu'Edmond qui recevait à Auteuil. Et surtout, on imagine que c'est un grand cénacle avec une immense importance littéraire, où on avait Paul Marguerite, on avait Zola, on avait Daudet, on avait tout le monde qui y allait. Oui, on l'appelle Edmond, c'est le chef des armées littéraires. Voilà, le maréchal des lettres, le chef des armées littéraires. En réalité, tout le monde s'ennuie. Tout le monde se force à aller au grenier pour éviter la malveillance d'Edmond, et puis parce que c'est bien de connaître un tel et un tel. Mais d'ailleurs, Edmond de Goncourt le dit lui-même, il bâille à chaque fois qu'il arrive aux réunions de son propre grenier, et dès que Daudet n'est pas là, il dit « qu'est-ce qu'on s'ennuie quand Daudet n'est pas là ?» Mais malgré tout, oui, une influence littéraire sur Zola avec le mouvement naturaliste, une influence littéraire sur Huysmans, avec la recherche de style. Vraiment, Huysmans raconte qu'il s'inspire du style des Goncourt pour écrire lui-même. Une influence après sur des écrivains comme Léon Bloy, comme Paul Marguerite aussi, et puis comme Léon Daudet, effectivement, qu'il a beaucoup connu. Et on retrouve un peu ce style dans le côté aigre. On retrouve ça chez Et aujourd'hui, on pourrait le retrouver encore chez des... Alors aujourd'hui, à ma connaissance, personne ne se réclame des frères Goncourt aujourd'hui. Il y a plus grand monde qui soit méchant. Non, mais à la rigueur, en fait, si on retrouvait ça quelque part, ce serait peut-être dans quelques émissions à la télévision où il faut s'amuser à avoir une sorte de tribunal, à être extrêmement agressif. Je pense que finalement, si on retrouvait les Goncourt quelque part aujourd'hui, ce serait plutôt là. Bien. Eh bien écoutez, merci de nous avoir fait découvrir ces infréquentables frères Goncourt. Ce livre est paru donc aux éditions Texto, enfin chez Talandier, c'est la collection poche de Talandier. Donc on vous recommandait donc la lecture du journal. De vous la recommander. Non, mais la lecture journal, de votre livre. Du journal, je suis obligé de vous recommander la lecture du journal. On rit beaucoup aujourd'hui. On s'amuse beaucoup et... Alors je recommande la lecture, mais plutôt quand même avec des morceaux choisis, c'est-à-dire qu'il faut se promener, il faut surtout pas chercher à le lire de A à Z, on risque de faire une indigestion. Très bien. Merci infiniment Pierre Ménard, et on vous retrouve très bientôt pour, j'en ai parlé au début de l'émission, pour Antoine Crozat, milliardaire sous Louis XIV, à la semaine prochaine. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.